Donc au niveau du plan de la présentation, donc il y aura 3 sujets, donc 3 présentations, pour l'ensemble de notre webinaire de ce jour. Donc il y aura tout d'abord Monsieur Lejeune nous parlera de gestion des eaux usées en Wallonie. Ensuite, il nous présentera un sujet, je vais dire, concret, des travaux d'assainissement transfrontalier, donc au niveau des échanges entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, donc un projet commun d'épuration des eaux. Ensuite, nous aurons Monsieur Prévedello, donc lui nous parlera du deuxième gros sujet, je vais dire, ce qui est la gestion de l'eau potable en Wallonie. Voilà, donc je vais tout de suite céder la parole à Monsieur Lejeune pour les 2 premières parties. Bonjour à toutes et à tous. La parole est à moi, c'est très bien, je vois ça sur l'écran. Donc, je me présente tout d'abord, Michel Lejeune. Je suis directeur exploitation assainissement, c'est-à-dire pour l'intercommunal dont Yannick Collignon a dressé les limites administratives sur la province de Luxembourg. J'ai personnellement fait toute ma carrière dans cette intercommunale. Je suis à 1 mois de la retraite. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de faire une démarche internationale sur une activité que je connais bien depuis de très nombreuses années. Et donc, sans plus tarder, passons un peu à la situation telle qu'elle est apparue au niveau des contraintes et directives européennes, le grand marché européen. Donc, au niveau de l'Europe, qui est un peu notre mère, notre chair à penser en matière de protection de l'environnement, il faut savoir que nous sommes sous couvert depuis de très nombreuses années d'une première directive européenne issue des années, on va parler 1991, je ne sais pas s'il faut l'exprimer en francophone ou en belgicique, 1991 donc, qui imposait aux États membres des protections en matière d'assainissement, en matière de pollution des eaux, avec des obligations calendaires, calendrier parlant, 98 pour les agglomérations de plus de 10 000, fin 2005 pour les agglomérations entre 2 000 et 10 000. C'est une directive établie en 91 et je dois vous dire que de ce côté-là, la Belgique, comme sans doute pas mal d'autres pays, a un peu tardé à la mise en œuvre des réponses à ces obligations de calendrier. Ça a été, vaille que vaille, je dirais, mes 20 premières années de fonctionnement nous ont pas permis d'avancer à grands pas. L'État belge, tout d'abord, avait décidé d'intervenir à 100% dans les coûts de construction des ouvrages pour essayer de résorber le retard. Malheureusement, pour utiliser les moyens financiers nécessaires, l'État belge puisait dans le pot commun des finances publiques. Et donc, il n'y avait pas comment dirais-je, un fonds pour la protection de l'eau, typiquement alimenté pour résoudre ces problèmes-là. Donc, on a dû attendre 1999-2000 la création d'une société publique de gestion de l'eau qui a eu ce pouvoir très intéressant de pouvoir emprunter des moyens extrêmement importants pour commencer à essayer de rattraper le retard. En 1999, on est déjà 1 an plus loin que la première échéance des plus de 10 000 et il y avait peut-être 10% ou 20% de réalisés sur le territoire. Donc ça a nécessité vraiment une course contre la montre avec le banquier, si je puis dire, SPGE, et toujours sur le terrain les organismes d'assainissement agréés que nous sommes, dont Idelux Eau fait partie. Vous voyez la carte ici de la région wallonne, sur laquelle vous voyez en couleur chaque intercommunal. Nous apparaissons en orange sous l'ancienne appellation AIVE, appellation que nous avons quittée il y a moins d'1 an maintenant pour Idelux Eau. Bon, soit, c'est comme ça.
Et donc, sur le territoire wallon, l'ASPGE finance la construction des ouvrages d'assainissement collectif au travers et au moyen, je dirais, des bras techniques opérationnels que sont les 7 intercommunales dont vous voyez les périmètres de compétences à l'écran. Je dis bien, nous faisons à ce moment-là l'effort d'assainissement dans les zones d'assainissement collectif. Là aussi, c'est une démarche nouvelle mais importante qui se met en œuvre dans le début des années 90, c'est le découpage, l'organisation du territoire entre structures densément peuplées pour lesquelles le raccordement à l'égouttage, au réseau de collecte permettant d'alimenter une station d'épuration collective est jugé économiquement intéressant par rapport à d'autres parties du territoire moins densément peuplées, où la liaison de maison à maison présente un linéaire trop important et où l'économie globale d'un assainissement collectif ne se justifie pas. Donc, il a été dressé également des zones d'assainissement autonomes dans lesquelles chaque habitation, chaque origine de pollution doit trouver, au moyen d'un système d'épuration individuelle, une solution à l'épuration de ces eaux. Ça nous a amené d'ailleurs à agréer ces systèmes. J'en suis toujours le président de cette commission d'agrément des systèmes d'épuration individuelle en Wallonie. Donc ça, c'est une autre casquette que j'ai en matière d'assainissement des eaux. Et alors, je passe vraiment sous silence le fait qu'il subsistait encore quelques zones d'assainissement transitoire. Autrement dit, au moment du découpage, il y avait certaines zones où on avait du mal de trancher. Et donc, elles sont restées un temps en balance, mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien en transitoire. Un exemple pratico-pratique de ce que ce découpage a donné, c'est que nous avons réalisé alors un PACH, un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, la Wallonie étant d'une part sur le bassin de la Meuse, d'autre part sur le bassin du Rhin et encore d'autres bassins de plus petite taille. La zone d'assainissement collectif pour une agglomération, comme vous avez sous les yeux, figure en rose. Les tracés de collecteurs ou d'égouttage existants figurent en bleu. Les projets et les besoins de nouvel égouttage figurent en rouge. Les zones réservées à l'assainissement autonome figurent en grisé. Donc, nous possédons aujourd'hui, et c'est le fil conducteur pour toute nouvelle construction, nous possédons sur tout le territoire ce PACH qui permet de, comment dirais-je, de piloter le candidat bâtisseur vers telle ou telle solution suivant qu'il est en collectif ou en autonome. La fraction de population concernée par ces deux types de réponses d'assainissement, comme vous le voyez ici, sur le total de la région wallonne, il n'y a que 12% de population qui est concernée par l'assainissement autonome. Sur la province de Luxembourg, qui est la mienne, qui est une province peu peuplée, donc avec une densité d'habitat assez faible, nous montons à 20% en zone d'assainissement autonome. Voilà pour un côté représentatif du collectif et de l'autonome. Tiens, subissement, oui. Ce découpage, a naturellement été entouré d'un code de l'eau précisant les différentes obligations des parties, à savoir que en zone d'assainissement collectif, vous pouviez être raccordé sur un égout, l'égout n'étant pas encore raccordé sur une station d'épuration, celle-ci n'étant pas encore construite. Donc, des situations, comment dirais-je, provisoires étaient à gérer.
Même chose en assainissement autonome, où l'aval de l'habitation pouvait très bien être une zone de protection de captage ou une zone de baignade, et où donc la priorité en termes de calendrier d'exécution pouvait être largement différente que dans une zone sans contrainte particulière. Tout ça étant donc organisé au travers d'un règlement général d'assainissement au niveau wallon que l'ensemble des communes sont obligées de suivre pour organiser et réglementer toute cette exécution. Vous voyez ici alors un graphique qui donne sur les premières années de fonctionnement de la SPGE l'accroissement systématique et vraiment important du taux d'équipement en station d'épuration. Bon, je vais dire le graphique forcément évolue encore très fort à la hausse sur les dernières années, mais enfin, en 15 ans de temps, on avait récupéré le retard. Et j'oserais dire en 15 ans de temps, mais aussi avec pas moins de 4 milliards d'euros d'équipements en assainissement collectif sur l'ensemble de la Wallonie. 4 milliards d'euros qu'il a fallu emprunter et donc qu'il faut quelque part rembourser petit à petit. Et c'est là que nous arrivons à la deuxième point, qui est le financement de la gestion de l'eau en matière justement de couverture de l'ensemble de ces frais. Nous pouvions envisager différents types de réponses, qu'il s'agisse de taxes mettant le contributeur privé sur l'obligation de payer une taxe à l'assainissement. C'est ce qui a d'ailleurs existé pour certaines entreprises, industries. Il y avait aussi le tarif, à savoir contribuer au niveau d'un prix de l'eau à l'assainissement public des eaux usées rejetées ou des transferts provenant de régions ou d'autres pays. Ce qui est important à signaler, c'est que la SPGE, sans parler peut-être, je vais un petit peu plus loin pour ne pas perdre le fil de ma présentation, c'est que la SPGE a revendiqué dès le départ une réflexion de mutualisation des coûts, qui, je dois dire, dans le contexte où la gestion de l'eau reste publique en Wallonie, ça je ne l'ai pas exprimé dès le départ, nous n'avons pas de société privée en matière de production-distribution d'eau ou de concessions faites au privé pour l'exploitation de réseaux ou autres. L'ensemble de la gestion de l'eau est et reste public en Wallonie, et la composition du prix de l'eau que vous voyez apparaître ici avec ces sigles un peu spécifiques, coût vérité à la distribution et coût vérité à l'assainissement. Si le coût vérité de la distribution est évidemment évolutif en fonction des difficultés de production, de traitement de l'eau, voire des longueurs de réseau à poser pour la distribution de l'eau, et donc il peut être évolutif d'une région à l'autre, voire d'une commune à l'autre, le CVA, et c'est là que j'en étais au départ, c'est une mutualisation de l'effort d'assainissement qui a été décidé au niveau de la totalité de la Wallonie, tant pour l'investissement que pour le fonctionnement des ouvrages une fois construits. Le Wallon, qu'il s'agisse du Wallon des villes ou du Wallon des champs, payera toujours sur son mètre cube d'eau acheté au distributeur public le même CVA. Donc, cette mutualisation est très intéressante dans des régions peu peuplées comme la province de Luxembourg, où malgré tout, les contraintes en ouvrages de petite taille, en longueur de canalisation de collecte, font que quelque part, le coût de l'assainissement, le coût de l'investissement de l'assainissement peut être considérablement plus important que dans une ville, dans une urbanisation dense, avec des stations d'épuration de grande taille. Eh bien, le Wallon paye la même dotation, la même
couverture pour son assainissement, où qu'il soit sur le territoire. Au jour d'aujourd'hui, après 20 ans de fonctionnement et naturellement après 20 ans d'efforts d'emprunt et de couverture de moyens de fonctionnement des ouvrages d'assainissement, il faut bien reconnaître que le CVA, partie vert foncé à gauche de l'écran, a petit à petit pris des importances de plus en plus grandes par rapport à la situation qui existait avant la SPGE, où il n'y avait pas de couverture assainissement du tout. Aujourd'hui, puisque ce graphique-là remonte à 2015, aujourd'hui, on peut même dire qu'on est pratiquement arrivé à une équivalence entre le CVA et le CVD. Et donc, pour une centaine de mètres cubes, si au 1er janvier 2015, on était à 499 €, je dirais qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 560 €, mais Cédric me contredira certainement. Lui, c'est le grand maître dans tous ces chiffres-là. Il a plus l'habitude que moi. C'est bien ça, Michel. Vous voyez, sous une autre présentation par bâtonnet, le poids divers de l'assainissement par rapport aux coûts de production-distribution. Et c'est vrai quelque part qu'avec un coût moyen de 5 €, 5,40 €, TVA comprise, du mètre cube d'eau, ça n'a cessé de croître, oui, mais d'un autre côté, pour 1000 litres d'eau, 5,40 €, c'est encore quelque chose qui est assez acceptable. Je dirais à titre documentaire que lorsque je rencontre certaines personnes dans divers cénacles, que ce soit autour d'un bon verre de bière ou autour d'une réflexion au niveau d'une commune, rares sont les personnes qui me répondent clairement sur le coût du mètre cube d'eau qu'ils payent aux distributeurs. Rares sont les personnes qui maîtrisent, qui connaissent l'impact du coût du mètre cube d'eau. Alors, c'est vrai qu'on a des impayés, c'est vrai qu'on a ce problème dont Cédric parlera sans doute un petit peu, comme toute structure financière, d'avoir des gens qui ne payent pas et qui sont en difficulté de paiement. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce qu'il faut penser du fait que peu de monde connaît le prix du mètre cube d'eau. Certains me disent à ce moment-là, peut-être n'est-il pas encore assez cher pour que ça éveille l'attention. Je vous laisse juge, je ne suis pas ici pour faire une polémique. L'évolution, je pense que j'en ai largement parlé du coût de l'eau, tout au moins dans la partie assainissement des eaux usées. Je vous dirais par exemple qu'en coût de fonctionnement d'un parc aujourd'hui de 450 stations d'épuration collective sur le territoire de la région wallonne, on est à 100 millions de frais de fonctionnement, 100 millions d'euros par an de frais de fonctionnement pour supporter cet effort d'assainissement. Oui. Est-ce que je m'avance dans cette partie-là ou est-ce que Cédric, je te laisse prendre le flambeau parce que nous allons là, de ce côté-là, peut-être un peu évoquer des aspects liés aussi à l'eau potable. J'ai prévu dans ma présentation, donc tu peux passer cette partie-là si tu le souhaites. Merci. Bon, je vais laisser à Cédric ces éléments-là qui sont intéressants et je vais peut-être vous donner alors l'eau à la bouche sur un projet qui me tient à cœur parce que c'est mon dernier projet d'envergure avant la retraite. C'est la collaboration internationale transfrontalière que nous avons pu mettre en œuvre entre gestionnaires d'assainissement des deux côtés de la frontière belgo-luxembourgeoise. Donc, la province de Luxembourg connaît comme voisin un autre Luxembourg, c'est le Grand-Duché de Luxembourg, qui représente une population beaucoup plus importante que nous et qui présente bien entendu, comme très souvent au niveau de l'aspect frontalier, des cours d'eau qui dessinent pour partie la frontière.
Ici, sur cette carte qui est assez mauvaise, j'en reconnais, vous avez cerclé de rouge le bassin versant d'un cours d'eau qui s'appelle l'Eisch, E-I-S-C-H, qui, sur son passage, reçoit tout à la fois des eaux usées de la Belgique, mais aussi du Luxembourg, qui, sur son passage, connaît déjà des stations d'épuration, dont certaines sont vétustes, dont certaines ne peuvent plus assurer l'épuration complète des eaux parce que surchargées par un nombre d'habitants excessif. Et d'un autre côté, nous avions encore des parties de territoire qui n'étaient pas assainies, qui n'étaient pas équipées de stations d'épuration. Les contacts réguliers, donc vous voyez ici nous sommes en international aujourd'hui, mais au niveau local, au niveau transfrontalier, les contacts ont été établis entre moi et mon homologue du SIDERO, donc c'est le syndicat d'assainissement de la partie luxembourgeoise concernée, pour envisager une réponse à une question très simple. Nous avons des stations vétustes, il va falloir les upgrader, mais on n'a pas toujours le terrain autour. Nous avons des réponses à donner à des parties qui ne sont pas encore assainies. Ne peut-on pas trouver une solution unique, globale, qui, sur un trait de plume que vous voyez ici à l'écran, permettrait de relier par un collecteur et par éventuellement des stations de relevage, de desservir toute cette agglomération ou toute cette zone d'agglomération différente vers une seule station que je ceinture ici avec la souris à construire pour répondre aux besoins complets des localités en question. Nous avons fonctionné sur une étude de faisabilité qui a dit ben oui, c'est tout à fait possible. Et comme j'ai un peu d'expérience dans les programmes européens, les programmes de cofinancement européens, je me suis dit, tiens, il y a possibilité, je pense, d'obtenir un cofinancement de l'Europe pour une réponse au niveau de l'assainissement des deux partenaires. Le poids des partenaires étant différent, nous représentons 20% de la capacité totale, le Luxembourg 80%. Est-ce que l'Europe pourrait intervenir dans ce programme-là? J'ai donc motivé cette demande et c'est avec grand plaisir que nous sommes arrivés à nous voir confirmer une prise de position favorable de l'Europe. Et quand je dis favorable, jugez vous-même, l'Europe intervient à 50% de l'ensemble des coûts des études relatives aux collecteurs et à la station d'épuration. Et l'Europe intervient à concurrence de 35% de l'investissement des collecteurs et de la station d'épuration. Donc, sur quelque part 16,5 millions d'euros, nous arrivions à une promesse d'intervention de 6,5 millions de l'Europe, le solde étant à partager entre les deux pays. Je pense qu'on a rarement l'occasion de pouvoir prétendre à une telle source agréable de cofinancement. Les normes de rejet, bien entendu, sont expliquées ici parce que je pense que là, il n'y a pas photo. Partout où on le rejette en rivière, il y a des normes de rejet. Ici, la particularité, c'est que nous construisons la station d'épuration en territoire belge et que les rejets se font en territoire luxembourgeois. Donc, le transfrontalier est respecté une fois de plus, même si ce n'était pas une obligation, c'est la géographie, la topographie des lieux qui fait que nous fonctionnons comme tel. Je n'ai pas la connaissance précise des normes de rejet en vigueur au Québec, même si c'est un voyage que j'ai fait dans votre belle région en 2007. Je n'ai plus la connaissance des normes de rejet chez vous, mais vous pouvez juger des impositions qui nous sont faites ici par l'autorité luxembourgeoise, qui sont, je le dois dire, beaucoup plus contraignantes que l'autorité wallonne.
Mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Voilà, en clair, aujourd'hui, nous sommes en construction de cet ouvrage dont vous voyez la maquette à l'écran. Construction qui est pas mal avancée puisque nous devrions terminer cet ensemble station d'épuration pour fin de cette année 2020. Voilà d'ailleurs quelques photos peut-être un peu petites pour vous du bétonnage des bassins principaux qui faisait quand même 30 mètres de diamètre et qui s'est réalisé en juillet de l'année dernière. Encore une autre photo de la construction de la station, ici aussi avec les ouvrages, comme je dis, de bassins de clarification et bassins d'aération, qui sont des ouvrages impressionnants, puisque sur un des deux bassins, la société de construction a coulé en un jour 1300 mètres cubes de béton. Ils ont commencé à 2 heures du matin pour achever à 6 heures du soir. Bel effort qui s'est traduit par un sans faute au niveau de la planéité du bassin de clarification qui doit être respecté puisque c'est un pont suceur qui est utilisé pour reprendre les bouts d'épuration. Bien sûr, sur le chemin des différents collecteurs, on rencontre certaines difficultés à vaincre, comme ici un passage de rivière en passerelle, comme ici des solutions de chambres pas en éternite, en grès vitrifié. Bon, tout ça est, je dirais, fort bien réalisé pour le moment, nous amène à, comme je le disais, avoir une fin de travaux fin de cette année-ci ou une mise en service au printemps prochain. Et derrière tout ça, un accord de participation entre le Sidero et la IVE qui est devenue Idelux Eau pour répartir les coûts de fonctionnement alors de cet ouvrage qui, comme il est construit sur territoire belge, sera exploité par mes services et les frais seront répartis au prorata des charges polluantes, comment dirais-je, établies en début de convention entre les pays. On ne va pas s'amuser à faire des mesures ponctuelles tous les mois pour répartir finement les coûts de fonctionnement. Voilà ce que je pouvais vous présenter en presque une demi-heure, je pense. Je suis bien entendu à votre disposition pour d'autres questions s'il y en a, mais je pense que maintenant Cédric Prévedello va prendre la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Prévedello. Je ne vais pas mettre la caméra. Mon sens est inutile. Ce qui compte, c'est plutôt ce que je vais dire. Je travaille donc à Aquawal. Donc, Aquawal, c'est la fédération du secteur de l'eau, des opérateurs du cycle de l'eau en Wallonie. Donc, il regroupe essentiellement les distributeurs d'eau potable, producteurs et distributeurs d'eau potable, les organismes d'assainissement agréés dont Michel vient de vous parler, ainsi que la Société publique de gestion de l'eau qui s'occupe également d'assainissement des eaux usées. Et dont Michel Lejeune notamment est administrateur. Je ne suis qu'employé, c'est mon administrateur. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises en sa présence. Et je vais commencer donc maintenant ma présentation. Je suis conseiller scientifique. J'ai toujours commencé sur les aspects relatifs au prix de l'eau. Et puis, mais voilà, on va dire mon champ d'action s'est un peu élargi. Donc, je vais me focuser sur la partie eau potable. On est le 18 juin, et on n'est pas le 16 juin. Voilà. Et donc, en matière d'eau potable, donc, en Wallonie, Wallonie est une petite région d'un petit pays, puisqu'elle fait environ 17 000 km² pour 3,5 millions d'habitants. Mais c'est une région où il pleut beaucoup. D'ailleurs, on a l'habitude de dire en belge, il drache. Et la drache nationale, c'est bien connu en Belgique. Et c'est un gros avantage. Alors, c'est évidemment un avantage quand on est dans le secteur de l'eau, quand on est dans le secteur de l'horeca ou du tourisme, c'est plus compliqué, mais de fait, on a la chance ici en Wallonie d'avoir de la pluie constante et régulière en quantité suffisante. Et donc, c'est le bilan que j'essaie de vous montrer ici. Alors, il est schématique. Il n'y a ni montagne ni accès à la mer en Wallonie.
c'est un schéma bien entendu, on a en millions de mètres cubes, donc on a 17 milliards de mètres cubes d'eau par an qui tombent sur notre territoire. Donc c'est quand même une grosse quantité d'eau, donc une partie va évidemment ruisseler, une partie, et c'est la plus importante pour nous évidemment, va s'infiltrer dans les aquifères, écoulement hypodermique et nappes d'eau souterraines. C'est surtout de cette partie eau souterraine dont on va pouvoir prélever l'eau qui va servir à la distribution. Alors, le même schéma sans la caricature de la montagne et de l'océan, mais avec plus de chiffres. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'au-delà des précipitations, donc de 17 milliards de mètres cubes, on a deux voisins, un en amont, un en aval. Le voisin amont, c'est la France, le voisin en aval, ce sont les Pays-Bas. Alors, on n'a pas spécialement beaucoup de problèmes avec la France. On a parfois des petites discussions avec les Pays-Bas au niveau de l'utilisation des eaux de surface. Pourquoi j'explique ça? Parce qu'on pourrait se dire que dans un pays comme l'Europe, où il y a de l'eau, en tout cas l'Europe du Nord-Ouest, suffisamment d'eau et dont on entend rarement parler, il peut aussi y avoir des conflits d'usage de l'eau, et je vais y venir aussi en matière de relations intra-belges, je vais revenir dessus tout de suite. Peut-être sur ce graphique, ce qui est important au-delà du dédale de chiffres, c'est de voir deux chiffres principaux. Je ne sais pas si vous voyez la souris, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on voit qu'on a une recharge des nappes d'eau souterraines qu'on a du mal à évaluer, donc suivant différents modèles, qu'on estime entre 1800, on sait que ce chiffre ici de 550, donc entre faux, donc entre 1800 et quelque chose comme 4800 millions de mètres cubes, donc entre 1,8 et 4,8 milliards de mètres cubes d'eau, qui est notre réserve annuelle, notre recharge annuelle d'aquifères. Et de ces 2 à 4 milliards, on va dire, d'eau qui recharge annuellement, on prélève pour l'eau potable 395 millions à 400 millions de mètres cubes d'eau. Et donc, on a un avantage comparé à une grande partie de l'Europe, c'est qu'on est très loin de surexploiter notre recharge annuelle en matière d'eau. On en est très loin, ce n'est pas le cas partout en Europe, je le disais. Des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, par exemple, ou encore pire, Chypre, qui est une île extrêmement avec beaucoup d'agriculture et beaucoup de tourisme, ont beaucoup de problèmes en matière de ressources en eau. Ce n'est pas le cas chez nous. Car pas tout de suite, j'arriverai, vous verrez à la fin qu'on ne sait pas encore ce qu'il en sera pour l'avenir. Et donc, on a de la chance d'être dans un petit pays relativement riche et qui a surtout beaucoup d'eau. Et ça. Alors, je l'ai dit, en matière d'eau potable, on prélève environ 400 millions de mètres cubes. C'est un petit peu moins aujourd'hui. On est à 380 millions de mètres cubes par an. Alors, ça ne dit pas grand-chose. Ce sont des chiffres avec beaucoup de zéros. Mais sur nos 17 000 km², on peut rapporter ça au kilomètre carré. Ça nous fait 22 500 mètres cubes d'eau prélevés chaque année par kilomètre carré de territoire. C'est peut-être un outil qu'on peut utiliser pour comparer. Et l'eau potable qui arrive à nos robinets, elle vient pour 75%, pour 3/4 d'eau souterraine prélevée dans les aquifères et 1/4 pour les eaux de surface. Alors, vous voyez sur ce graphique, depuis les années 1970, on a cette comptabilité de production d'eau potable et vous voyez que la première période qui s'étend de 1975 grosso modo jusqu'à la fin des années 1980, on a eu une augmentation des prélèvements d'eau. On a eu une augmentation des prélèvements d'eau parce qu'en fait, c'est à cette époque qu'on terminait les réseaux d'eau potable, l'équipement de tous les logements, de toutes les communes en eau potable. Et donc, on avait le taux de raccordement augmentant, la demande augmente évidemment. C'est ce qui a expliqué cette augmentation de demande en eau potable. Et puis, vous voyez qu'on a un léger trend descendant avec parfois des soubresauts, notamment des soubresauts ici en 2015. Tout simplement lié à plusieurs effets. Alors qu'il est quand même important de mentionner que sur cette période, la démographie a augmenté, la croissance économique a augmenté, dans des proportions évidemment sans commune mesure, et la demande en eau potable a diminué. Donc, quand on parle aujourd'hui de découplage entre la croissance économique et l'impact environnemental, en matière d'eau, alors en Wallonie, mais ce découplage est valable partout en Europe en tout cas, il est valable en matière d'eau depuis grosso modo 1990, le début des années 1990. Et en fait, il a diminué. Pourquoi? Parce que l'évolution technologique a permis d'avoir cette baisse de consommation d'eau, mais aussi, c'est à partir de 1990 qu'on a commencé à facturer correctement le prix de l'eau. Correctement, voulant dire, on est sorti du financement par l'impôt pour faire passer le financement du service d'eau et plus tard d'assainissement, Michel vous en a parlé, à un financement essentiellement par le tarif, donc proportionnel au volume qui est consommé. C'est ce qui a expliqué en tout cas la première baisse
de demande. Et aujourd'hui, je vais aller plus loin, mais on est dans un autre phénomène. Et vous voyez peut-être la répartition, on est toujours resté à 3/4 d'eau souterraine, à 1/4 d'eau de surface provisionnée. Alors, je parle beaucoup d'eau souterraine. Vous avez ici la carte de la Wallonie avec les principales formations aquifères. Vous voyez notamment les différents rubans bleus représentent en fait les formations calcaires qui sont des bonnes sources d'eau en matière de quantité, puisqu'on a des formations karstiques. Le karst, c'est un mot qui vient de Slovénie, c'est une région de Slovénie, pour lesquelles on a des morphologies assez particulières, des grottes, des stalagmites, des stalactites, des avents, des dolines, ce genre de choses. Doline qui est d'ailleurs aussi un mot slovène. Et on a des formations de ce type ici en Wallonie, qui sont en fait des fantastiques réservoirs d'eau, en tout cas en matière quantitative, qui posent d'autres problèmes en matière qualitative. Et alors, on a toute la partie jaune ici, qui sont en fait des sables, qu'on appelle d'ailleurs sables bruxelliens, parce qu'ils sont typiques de Bruxelles. Bruxelles est ici, en effet. Et vous voyez qu'on a les principales prises d'eau souterraines qui sont localisées soit dans le calcaire, soit dans les sables. Et on a cette zone grisée dans laquelle on a la province de Luxembourg qui fait typiquement cette zone et dans lequel vous voyez très peu de prélèvements d'eau souterraine parce qu'en fait, on est sur un massif qu'on appelle schisto-gréseux, donc ce sont des roches métamorphiques qui sont de très mauvais aquifères, qui donnent des aquifères très superficiels et donc qui ne sont pas très intéressants au niveau de la production d'eau potable. Et c'est pour ça que vous voyez les triangles mauves représentent en fait les productions d'eau de surface. Donc, c'est quelques points ici, on est à 5 prises d'eau de surface, qui représentent en fait 1/4 de la production d'eau potable, qui sont d'ailleurs des réserves stratégiques, je vais y venir à la fin. Donc, on a plus de 1000 captages d'eau souterraine sur le territoire. On a une eau, je dis, inégalement répartie. Vous voyez les principales zones d'adduction qui relient les principaux barrages de manière à alimenter toute cette zone du massif schisto-gréseux ardennais dans lequel il y a une grosse partie de la province du Luxembourg qui se situe. Et alors, je l'ai dit, mais on est très loin d'avoir une surexploitation de nos ressources en eau. C'est une chance qu'il faut conserver à l'avenir. Et ce n'est pas du tout le cas partout en Europe, bien loin de là. Peut-être maintenant, je vais revenir sur un peu rentrer dans le détail au niveau des prélèvements. Donc, je dis 3/4, 1/4, 290 millions d'un côté, 94 millions de l'autre. Donc, on est à peu près à 380 millions de mètres cubes d'eau prélevés annuellement sur les chiffres de 2018 ici. Et alors, ce qui est important de mentionner, c'est savoir ce qu'on fait de cette eau. Et cette eau, c'est le graphique de droite, vous voyez que ce qu'on appelle le volume enregistré, c'est le volume qui est consommé en fait par les ménages, les industries, les agriculteurs, le volume d'eau potable. Et on est de l'ordre de 160 millions de mètres cubes d'eau. Donc, sur les 400, on n'en consomme que 160. Alors, on ne perd évidemment pas les 220 ou 240 de différence. Ces volumes 220-240 de différence, ils vont tout d'abord permettre d'alimenter les deux autres régions du pays. Alors, on est un petit pays, 30 000 km² pour 11 millions d'habitants, mais répartis en 3 régions. Une région de langue néerlandophone, donc qui parle néerlandais, et qui s'appelle la Flandre, et une région au milieu qui s'appelle Bruxelles, qui est une région en tant que telle, qui est une région autonome, qui ne dépend ni de la Flandre ni de la Wallonie. On a des discussions communautaires, on va dire. Et en matière d'eau, eh bien, contrairement à toute une série d'autres choses, la Wallonie est plus riche que la Flandre. Alors, évidemment, en matière économique, c'est l'inverse. Et on a la chance en Wallonie d'avoir beaucoup plus de ressources en eau, et la Flandre, très peu de ressources en eau. La région bruxelloise est essentiellement une zone urbaine, quasiment pas de ressources en eau. Et donc, finalement, notre eau wallonne, elle permet d'alimenter intégralement toute la région bruxelloise. Donc, Bruxelles dépend de l'eau qui vient de Wallonie. Et pour environ 20% de l'alimentation nécessaire en Flandre pour leurs besoins. Alors, c'est en train de changer parce que la Flandre, donc vous savez qu'on est dans une discussion communautaire en Belgique entre la Flandre et la Wallonie essentiellement, avec une volonté de séparation du pays, d'une partie de la Flandre. Donc, ici, on aurait un argument, en tout cas en Wallonie, pour essayer de négocier des conditions favorables dans un cas d'une éventuelle, alors soit élargissement de l'autonomie des régions, soit une éventuelle séparation. Et le différentiel entre les 3 postes que j'ai donnés, donc le volume consommé et les exportations de la Bruxelles et de la Flandre, c'est le volume qu'on perd, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément uniquement des fuites. C'est toute une série de choses. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs de manière plus exacte le volume non enregistré, qui s'élève à 70 millions de mètres cubes, donc 18% des prélèvements, n'arrive jamais à un robinet quel qu'il soit, en tout cas pas à un compteur. En tout cas, il n'est pas comptabilisé par le compteur, donc c'est les fuites, c'est le volume utilisé par les pompiers, la protection civile, mais c'est aussi des erreurs de comptage, par exemple.
Voilà, donc ça c'est un peu le bilan des volumes d'eau. Donc la Wallonie a la ressource en eau de la Belgique et elle en fait profiter les deux autres régions, moyennant évidemment des conditions financières. Alors, peut-être un petit mot sur, toujours en matière de production d'eau potable, sur la qualité de l'eau souterraine, puisque c'est notre ressource principale. Au niveau de la qualité, on a, et c'est valable partout en Europe également, en Europe de l'Ouest, des problèmes qualitatifs qui sont liés à l'intensification ces 30-40 dernières années de l'agriculture. Vous voyez sur cette carte qu'on a deux bassins hydrographiques, hein, un qui est le bassin hydrographique de la rivière Escaut, au nord, à la carte du dessus, et un du bassin hydrographique de la Meuse, qui est le bassin, donc la carte du bas, qui est au sud. Et vous voyez, les masses d'eau en rouge, ce sont les masses d'eau souterrains, donc les water bodies, qu'on appelle ça en anglais. Ce n'est pas vraiment masse d'eau, c'est très mal traduit en français par ailleurs. Les corps d'eau qui sont en mauvais état. Et vous voyez que c'est essentiellement le bord nord, la partie nord de la région. C'est lié à un caractère extrêmement intensif de l'agriculture, où on a, à partir des années 50, fait du remembrement. Donc on a des grandes parcelles. Alors ce n'est pas des champs de céréaliers du Minnesota ou de ce genre, du centre américain, on n'en est pas là, mais ce sont quand même des grandes parcelles dans lesquelles on fait essentiellement de la monoculture. Alors c'est en train de changer ces derniers temps, on passe progressivement au bio, à l'agroforesterie, ce genre de choses. Mais cette exploitation, cette intensification de l'agriculture a généré des pressions qualitatives sur nos masses d'eau, en nitrate bien entendu, du fait du besoin d'utiliser des engrais azotés chimiques, minéraux, différence de l'organique, et l'utilisation de toute une série de molécules qu'on appelle dans un pot commun des pesticides, qui regroupent les herbicides, les fongicides, tout ce qui est herbicides, et qui polluent certains de nos nappes et donc certains de nos captages. Et donc, dans certains de ceux-ci, on a des dépassements des normes en nitrates et en pesticides qui sont tolérés par l'Union européenne pour la production d'eau potable. Et donc, ça nécessite un traitement complémentaire. Alors, ça paraît catastrophique ce que je raconte. On est quand même aujourd'hui dans une situation qui n'est pas catastrophique. On a des masses d'eau de mauvais état, mais globalement, on a quand même essentiellement de l'eau qui peut être prélevée et distribuée sans traitement poussé. Ce qu'on applique en général comme traitement en matière d'eau potable, c'est simplement de la chloration dans la plupart des cas, dans la très grande majorité des cas, de manière à désinfecter l'eau et à s'assurer qu'elle ne se dégrade pas bactériologiquement au cours de son transport. Au niveau des nitrates et des pesticides, on a quelques problèmes sur des captages, mais dans ce cas-là, on a différentes solutions, notamment l'abandon du captage au profit de l'utilisation plus intensive d'un captage qui, lui, n'est pas pollué. Typiquement, c'est une solution qui est prise où on mélange de l'eau d'un captage pollué avec l'eau d'un captage qui ne l'est pas, de manière à descendre sous la norme. Ça se fait ici. Et alors, en dernier recours, c'est ce qui est le plus cher. Évidemment, on traite soit les nitrates, ça coûte très cher, les pesticides, ça coûte très cher aussi. Donc, on essaye d'éviter, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons environnementales, parce que ça demande de l'énergie, d'avoir plutôt ce traitement. On préfère abandonner et interconnecter et mélanger. C'est ce qu'il y a de plus pratique quand on peut le faire. Alors, on essaye d'éviter évidemment toute dégradation de la qualité de l'eau potable, de l'eau souterraine, et c'est l'objet de ce qu'on appelle la protection des captages d'eau. Vous voyez sur ce graphique un peu la méthode qu'on utilise. Vous voyez un captage qui est au centre de la zone 1 que vous voyez sur ce schéma. Cette zone 1, c'est la zone de prise d'eau proprement dite, donc c'est 10 mètres autour de l'ouvrage du captage. Et ensuite, on a une zone 2, divisée en deux sous-zones, zone 2A, zone 2B. La zone 2A est une zone de prévention rapprochée, ce qu'on appelle rapprochée. La zone 2B, la zone de prévention dite éloignée. Au sein de chacune de ces zones, 2A et 2B, on a des activités qui sont limitées, certaines sont interdites, mais y compris, par exemple, en matière d'évacuation des eaux usées, on ne peut pas rejeter typiquement des eaux usées dans un puits perdu, de manière à atteindre la nappe et effectivement aller rejeter directement ces eaux usées à proximité du captage. C'est évidemment pas un bon temps, mais il y a les terrains de camping, les cimetières, les courses de voitures, etc. sont extrêmement réglementés. L'usage de nitrate, l'usage de pesticides, l'agriculture sont extrêmement réglementés et sont de plus en plus réglementés, évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche des captages, donc en zone 2A plutôt qu'en zone 2B. Et alors, on a une zone 3 qui s'appelle la zone de surveillance, dans laquelle il n'y a pas vraiment de prescrit, mais on essaie plutôt d'avoir des accords avec les agriculteurs notamment et pour essayer de limiter l'épandage de fertilisants qui pourraient in fine contaminer l'eau. Ce qu'on appelle la zone de surveillance, la zone 3. Et ces zones sont définies, vous voyez sur le terrain, par des panneaux qui expliquent qu'on quitte
l'occurrence sur ce panneau, ou comprendre dans cette zone de prévention. Un mot sur la qualité, non plus de l'eau souterraine, mais sur la qualité de l'eau qui arrive au robinet. Alors, on a des normes qui proviennent de l'Union européenne, qui ont été appliquées pour la première fois dans les années 1980, puis elles ont été revues en 1998 et elles sont en cours de révision actuellement. À chaque fois, les normes sont de plus en plus strictes parce qu'au fur et à mesure que l'OMS, parce qu'en fait, ces normes sont basées sur les recommandations de l'OMS, au fur et à mesure que la connaissance augmente, au fur et à mesure, évidemment, on doit élargir la liste de paramètres qu'on doit contrôler à l'eau potable de manière à s'assurer qu'elle ne pose pas de problème pour la distribution d'eau et pour la santé des gens qui la consomment. Et vous avez ici deux cartes. Alors, la première carte à gauche, ça représente la qualité bactériologique de l'eau qui est distribuée. Donc, on a en général une qualité qui est de 99%. Donc, parfois, il peut y avoir un accident ponctuel qui doit se résoudre par une surchloration, par une interruption de service, par toute une série de choses. On peut avoir évidemment des accidents ponctuels. C'est typiquement des Escherichia coli qui peuvent arriver ou des entérocoques qui peuvent arriver, donc des maladies gastriques, mais qui sont extrêmement rares, puisque je vous dis, on est plus de 99% de conformité en la matière. Et un paramètre qui n'est pas du ressort de la santé, mais qui est du ressort du confort, et c'est certainement le paramètre en matière de qualité de l'eau sur lequel on a le plus de problèmes, enfin, le plus de plaintes des clients. Je vous ai dit, les ressources en eau proviennent pour une grosse partie de l'eau souterraine et essentiellement dans les calcaires qui datent de l'ère secondaire. Et ces calcaires du Crétacé, typiquement, ou du Dévonien, ils ont, pour la particularité, évidemment, de fournir une eau qui est dite dure, donc avec des degrés français, des teneurs en calcium et en magnésium qui génèrent en fait des désagréments chez les gens. Et c'est de loin le paramètre dont on entend le plus parler au sein des services clientèle des distributeurs d'eau. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est assez marrant, cette carte, quand elle est en bleu, veut dire que l'eau est dure, contient beaucoup de calcaire. Et vous voyez en rouge, c'est que l'eau est douce. Et cette eau douce est essentiellement issue du massif schistoglésoire ardennais. Vous voyez de la zone grise que je vous présentais tout à l'heure. Et qui pose beaucoup moins de problèmes, en tout cas en matière de calcaire, et beaucoup moins de plaintes de la part des clients. Mais on a des taux de conformité qui sont très élevés et qui permettent d'être rassurants par rapport à la qualité de l'eau vis-à-vis des citoyens, même si on a une tendance croissante en Europe, mais pas uniquement, d'avoir une défiance vis-à-vis des services publics et de penser qu'on leur cache forcément des choses. Peut-être un mot sur la gestion maintenant, parce que j'ai appris l'aspect production d'eau potable. Maintenant, je parlais plutôt de l'échelle de la distribution d'eau potable. Alors, la Belgique a été créée en 1830. La Belgique n'est pas un pays très ancien, c'est un des pays les plus récents d'Europe. Et au milieu du 19e siècle, et dès la création de ce pays, on a appliqué le code civil qui provenait de Napoléon, français, on n'est pas loin de la France évidemment, qui disait très clairement que la santé publique, c'est du ressort des communes, y compris la distribution d'eau, qui n'existait pas vraiment d'ailleurs à l'époque. Et très tôt en Belgique, on a eu le ressenti de se dire qu'une commune toute seule, il faut savoir qu'une commune à l'époque, c'était pas beaucoup d'habitants, c'était quelques dizaines, quelques centaines d'habitants, une commune toute seule n'est pas capable d'avoir les reins financiers suffisamment solides que pour pouvoir mettre en place des ouvrages de captage, de stockage et de distribution d'eau. Et très tôt, certaines communes, essentiellement les communes industrielles, se sont groupées pour faire cette distribution d'eau dans des sociétés faîtières, donc des sociétés sous-traitantes, on va dire, dont elles ont participation dans le capital, sont des sociétés publiques qui regroupent différentes communes, mais qui ressortent du droit privé, qu'on appelle des sociétés intercommunales, comme Idelux Eau, typiquement, en est une. On l'a fait aussi pour l'assainissement, ce sont des organismes d'assainissement dont on a parlé. Et très vite, on s'est rendu compte que toutes les communes ne pouvaient pas le faire, et donc c'est la raison pour laquelle l'État central, l'État national, a créé une société publique qu'on appelle la Société nationale de distribution d'eau, de manière à permettre l'équipement total de la Belgique en distribution d'eau. Alors, cet objectif n'a été atteint finalement que dans les années 80, surtout en Flandre. Mais cette société, c'est la Société nationale de distribution, SNDE, s'est ensuite splittée dans les années 1980 du fait de la régionalisation, parce qu'on a, depuis entre disons, la création de l'État et 1980, on est passé à un État fédéral dans lequel les régions ont la compétence d'eau. Et donc, cette Société nationale de distribution d'eau a été splittée, une société flamande, une société wallonne, la Société wallonne des eaux, qui a un territoire qui représente aujourd'hui la grande tache bleue que vous voyez ici. C'est le territoire de la Société wallonne des eaux qui distribue pour environ 2/3 l'eau en Wallonie en matière de population. Vous avez toujours ici d'ailleurs la coexistence des trois systèmes. Vous avez la société régionale, puis nationale qui est la bleue.
Vous avez les intercommunales qui sont tout ce qui n'est pas ni bleu ni jaune, voilà, donc orange, vert, rouge, etc. Et vous avez toutes les communes qui sont en jaune, sont en fait des communes qui sont restées dans le mode de gestion initial, c'est-à-dire entièrement autonomes en matière de distribution d'eau, qui ne se sont pas groupées les unes avec les autres pour faire une intercommunale, qui n'ont pas voulu se faire alimenter par la Société Wallonne des Eaux. Et donc, on a aujourd'hui 3 modes de gestion qui coexistent en matière de distribution d'eau, avec quand même une prédominance d'une mode soit régionale, soit intercommunale. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tant que la régionale, que les intercommunales, que les communes sont des sociétés entièrement publiques. Il n'y a pas de société privée, comme c'est le cas en France, chez Veolia, ou dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple, la Thames Water Company, par exemple. On n'a pas de gestion privée de la distribution d'eau, ni de la production, ni de l'assainissement des eaux usées en Wallonie. On a voulu rester public et on en est à ce titre relativement fier et on le promeut en Europe par ailleurs. Un petit mot rapidement, parce que je vois que le temps s'écoule et je suis volubile, mais ça c'est mon défaut principal. Un petit mot sur l'évolution récente de la distribution d'eau. On a une croissance démographique qui est lente. On a gagné entre 2005 et 2018 environ 8% de population. Donc on a une continuation de l'augmentation démographique. Et on a une diminution des volumes. Vous voyez la courbe verte, ils sont tous mis en indice 100 en 2005. Si on a gagné 8% de population, on a perdu environ 2% du volume qui est vendu. C'est le fameux découplage dont je vous parlais tout à l'heure, qui continue à se poursuivre du fait. Peut-être parler un petit mot sur la baisse de consommation d'eau tant que j'y suis, effectivement. Vous voyez qu'en 2005, on avait des consommations d'eau qui, je pense, comparées au Canada, sont relativement basses. En tout cas, quand on voit les chiffres internationaux au niveau du Canada, on est relativement bas en Europe. En 2005, toute activité confondue, on consommait 132 litres par jour par habitant. On est aujourd'hui à 119 litres par jour par habitant. On est certainement encore un petit peu plus bas aujourd'hui. Il faut savoir qu'un ménage wallon consomme environ 70 mètres cubes, 70 mètres cubes par ménage donc, et par an pour un ménage moyen de 2,3 personnes. Et cette consommation d'eau continue à baisser et elle ne continue pas à baisser uniquement chez nous, elle continue à baisser partout en Europe du fait, en fait de l'évolution technologique des appareils qui consomment de l'eau, les machines à laver, les lave-vaisselle, les WC à double chasse, etc. Donc on est devenu de plus en plus hydroefficient. Ça continue, ce qui pose par ailleurs des problèmes de financement, mais c'est un autre sujet. Mais on a une consommation d'eau qui est faible et qui continue à diminuer. Peut-être un mot sur les usages de l'eau. Une des caractéristiques qu'on a en Wallonie, en tout cas en Belgique, c'est qu'on a pas mal de recours à l'eau de pluie pour certains usages, des usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Et vous voyez sur ce graphique, je n'ai pas mis les légendes, j'aurais dû le mettre, mais le graphique de gauche représente le pourcentage d'usagers qui utilisent les différents types d'eau que vous voyez en légende pour les différents usages domestiques. Vous voyez de gauche à droite, on va de l'eau de boisson jusqu'à l'alimentation des piscines. Et la courbe bleue, c'est l'eau de distribution, c'est le pourcentage d'usagers qui utilisent de l'eau de distribution pour la boisson jusqu'aux piscines. Le vert, c'est l'utilisation de l'eau de pluie. Et l'utilisation de l'eau de pluie est assez répandue en Wallonie, encore plus en Flandre. Contrairement d'ailleurs même à la France ou même aux Pays-Bas, on utilise beaucoup plus d'eau de pluie en Belgique. Et vous voyez qu'on l'utilise essentiellement pour les usages extérieurs qui n'a de fait pas besoin d'eau potable pour arroser son jardin. Et donc ça, c'est le graphique de gauche, c'est pour l'ensemble des logements wallons. Le graphique de droite, ça vous montre uniquement le cas des maisons. Donc, on a exclu les appartes, mais les maisons construites après 1990, donc depuis 30 ans. Et c'est depuis vraiment 1990 qu'on voit une recrudescence de l'utilisation de l'eau de pluie et vraiment une promotion de cet usage. Vous voyez par exemple que pour l'utilisation des WC, on est dans les maisons d'après 1990, un usager sur deux utilise de l'eau de pluie. Et c'est quelque chose qui est promu pour les associations environnementales, beaucoup moins pour les distributeurs. Ça pose beaucoup de problèmes de matériel de financement. Mais c'est quelque chose qui revient et avec lequel il faut gérer. On a parlé un petit peu du prix de l'eau tout à l'heure dans l'exposé de Michel Lejeune, mais surtout au niveau de financement de l'assainissement, de couverture de l'assainissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un mètre cube d'eau, 1000 litres, ça correspond à 5,50 €. J'ai essayé de faire la conversion en dollars canadiens, ça doit faire 8 dollars canadiens 25. Donc ça vous donne un ordre de grandeur pour le prix de l'eau. Et on a aujourd'hui, pour une facture de 100 mètres cubes, à 550 €. Donc on doit être à 825 dollars canadiens pour 100 mètres cubes d'eau. Sachant qu'un ménage normal, c'est 70 mètres cubes. Et 70 mètres cubes, on est plutôt aux alentours de 350, 380 €. Alors, je ne ferai pas la conversion tout de suite en dollars canadiens, mais je pense que je vais faire. Alors, ce prix de l'eau a beaucoup évolué. On a expliqué pourquoi. Il a fallu équiper toute la Wallonie en station d'épuration. On venait de rien. On est aujourd'hui à quasiment tout qui est épuré en matière d'eau usée. On a dû aller chercher de l'argent, plus de 3 milliards d'euros d'investissement. On doit faire 4,5 milliards de dollars canadiens, je pense. Et on a donc augmenté en parallèle le prix de l'eau, puisqu'on ne peut plus subventionner, il n'y a plus de subsides.
on est obligé de se financer intégralement par la facture d'eau. Et donc, on a dû augmenter les prix, surtout entre 2005 et 2017. Et on est aujourd'hui à une stabilisation. Je ne vais pas tarder à terminer parce que je pense que le temps file. Ce qui est important de savoir, c'est que la population aujourd'hui, au niveau du revenu du ménage, la facture d'eau correspond entre 1 et 1,5% du revenu moyen d'un ménage. Donc l'eau est accessible, reste accessible, mais avec certaines difficultés. Donc on a une structure tarifaire, ça c'est une volonté, c'est une particularité, je pense, belge, quel que soit notre distributeur d'eau ou notre épurateur. C'est valable en Wallonie, c'est valable aussi en Flandre et à Bruxelles. Alors pas la même structure tarifaire, mais on paye l'eau de la même façon. C'est le gouvernement qui a défini quelle devait être la structure tarifaire de l'eau. Et quel que soit donc, son distributeur, on paye de la même façon l'eau. Alors, pas forcément le même prix. Donc, le CVA, c'est le coût vérité assainissement, c'est le prix pour l'épuration des eaux usées. Celui-là, il est identique, qu'on soit en province du Luxembourg ou dans une autre commune de Belgique. Le coût vérité de distribution dépend du distributeur, mais les variations sont relativement faibles. Et donc, on a cette assurance d'avoir une certaine équité entre citoyens. C'était un peu ridicule avant cette réforme qui a permis cette structure tarifaire unique. On avait, pour un petit territoire, on avait plus de 60 tarifs différents pour la Wallonie. Parfois, l'eau venait de la même source, mais suivant la commune, on ne la payait pas au même prix. Et donc, on a cette structure tarifaire unique. Un petit mot rapide sur l'aspect social, qui est quelque chose d'important. On a aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, 1 à 1,5% de la facture d'eau, du budget du ménage qui est consacré à la facture d'eau. C'est nettement moins que d'autres postes, énergie, téléphone, bien sûr l'alimentation ou le transport. Mais néanmoins, il y a des ménages qui ont du mal à payer leur facture d'eau malgré tout. On a environ 9% des ménages qui éprouvent des difficultés en la matière. Et, in fine, on doit évidemment assurer le recouvrement le plus équitable possible. Donc, chacun doit payer sa facture d'eau. Il y a des mécanismes d'aide, mais on perd aujourd'hui environ 3% du chiffre d'affaires en matière d'eau potable parce qu'on ne peut pas tout simplement aller chercher de l'argent chez des ménages qui n'en ont tout simplement pas. Mais il y a des mécanismes d'aide qui existent via les centres publics d'action sociale qui dépendent des communes. Et ce qui est important à mentionner, c'est un mécanisme qui est assez intéressant, c'est que c'est la facture d'eau qui paye les ristournes de facture d'eau pour les ménages qui ont du mal à payer, par une contribution sur chaque mètre cube d'eau payé par tout le monde, chaque mètre cube de 2 centimes d'euros, donc ce n'est pas beaucoup, 2 centimes 72, donc près de 3 centimes d'euros. Ça permet d'alimenter un fonds d'aujourd'hui environ 4 millions d'euros. Et c'est dans ce fonds de 4 millions d'euros que les centres publics d'action sociale peuvent aller puiser pour faire des ristournes de factures d'eau aux ménages qui ont des réelles difficultés. Et ce qui nous permet d'aider à peu près 10 000 ménages par an. Alors, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez, il va falloir vraiment augmenter les moyens parce qu'avec la crise économique qui s'annonce suite à la pandémie, on sait qu'on va avoir de plus en plus de demandes en la matière, une crise sociale qui arrive, et donc il est probable qu'on augmente les moyens disponibles pour le Fonds social de l'eau. Un dernier mot, mais j'insiste vraiment là-dessus, sur la sécheresse, qui est un défi qui nous pend au nez, le changement climatique réellement en Wallonie, alors qu'on n'est pas censé être réellement impacté quand on regarde à l'échelle mondiale les impacts que cela pourrait fournir. Vous voyez ici les projections en matière climatique d'évolution de précipitations sur les modèles du GIEC, avec 2 modèles évidemment, le modèle optimiste et le modèle plus probable pessimiste à droite. Et vous voyez qu'en Europe, on a une zone de transition entre une zone qui sera plus sèche et une zone qui sera plus humide. Et on pourrait se dire, ma foi, ce n'est pas encore le drame, mais quand on regarde à une autre échelle, l'échelle européenne, la Belgique, vous connaissez certainement la France, la Belgique est au nord-est de la France, ce petit pays en forme de botte, ici. Vous voyez qu'en hiver, on devrait avoir des hivers plus pluvieux, ce qui est plutôt bon signe, parce que comme on dépend des eaux souterraines, et que les eaux souterraines se rechargent en hiver, c'est plutôt bon pour nous. Le problème, c'est qu'en été, on risque d'avoir nettement moins de précipitations, et ça risque de devenir un véritable problème pour nous à l'avenir. Et on doit y penser, et c'est la raison pour laquelle on a un projet d'interconnexion des différentes sources d'eau de surface et d'eau souterraine que je vous ai montré dans les cartes précédentes, de manière à essayer de pouvoir continuer, malgré tout, quelle que soit la saison et quel que soit le climat, de pouvoir alimenter l'ensemble des besoins en eau de la population. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai été trop long, je m'en excuse. Mais je suis évidemment disponible pour toutes vos questions. Ce n'était qu'un bref aperçu. Je pourrais en parler pendant des mois, mais je vais m'arrêter ici. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Il y a eu une petite discussion sur la consommation par habitant entre Canada, Québec et Wallonie. Je ne sais pas si d'autres... Est-ce que parmi les participants, il y a des questions? Peut-être une petite précision Oui, ou un petit complément par rapport aux différentes présentations. Donc déjà, merci
pour la qualité des présentations qui ont été faites, mais également par rapport au volet agricole et donc au volet nitrate notamment et tout ce qui est pesticides, etc. Donc, on a eu un précédent webinaire consacré à l'agriculture et l'eau, dans lequel étaient développés justement les différents moyens pour empêcher les problèmes à ce niveau-là, donc notamment via l'activité de Protecto, les mesures agro-environnementales, etc., les zones de protection de captage. Donc voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent retourner sur l'ancien précédent webinaire. Voilà. Parfait. Alors, il y a une question pour vous. Je ne sais pas si vous la voyez dans le... L'exportation d'eau en Europe? Oui. Oui, donc ça, effectivement, je pourrais répondre. L'eau a la particularité, c'est marrant parce que j'en ai parlé il n'y a pas plus tard que 2 jours vis-à-vis des promoteurs immobiliers, mais l'eau a la particularité d'être fort différente de l'énergie, alors qu'on a souvent tendance à les mêler, en ce notamment que l'énergie peut s'exporter. D'ailleurs, l'énergie s'exporte très très bien. Par contre, l'eau, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir assurer la qualité pendant le transport. Et quand on garantit une eau potable, imaginons qu'on exporte de la Belgique vers l'Andalousie, ça fait quelques kilomètres de canalisation, il faut pouvoir garantir la qualité pendant tout son trajet et pouvoir éviter toute détérioration ou toute tentative de malfaisante par rapport à la qualité de l'eau qu'on pourrait envoyer. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, peut-être d'ailleurs plus important, c'est que le prix de l'eau, c'est 5 € aujourd'hui le mètre cube, en tout cas chez nous, mais c'est près la table partout. Le pétrole, c'est 2,50 €, 1,50 € le litre. Donc, effectivement, quand on sait que ce qui coûte en matière d'eau, ce n'est pas le fait de la prélever ou de la potabiliser, en tout cas quand on est dans l'eau souterraine, mais c'est le fait de la transporter, cette eau deviendrait absolument inintéressante au point de vue économique. D'ailleurs, notamment si on imaginait un système entre la Wallonie qui a beaucoup d'eau et l'Andalousie qui en manque réellement, on rentrerait très vite en compétition avec le dessalement de haute mer, qui coûte certes cher en matière économique, mais aussi en matière énergétique, mais qui resterait nettement moins cher que de l'eau qu'on devrait transporter sur des milliers de kilomètres en passant le Massif central, les Alpes, les Pyrénées, ce genre de choses. Donc clairement, ce n'est pas faisable à longue distance. C'est faisable à distance courte ou moyenne. C'est ce qu'on fait vers la Flandre, vers Bruxelles. Mais de l'eau où elle est prélevée en Wallonie jusqu'à Bruxelles, il y a 50 km. En 50 km, c'est faisable pour autant qu'on ait des grosses prises d'eau. On va un petit peu plus loin, même si on va en Flandre, on a 60, 70, 80 km d'exportation. Au-delà de ça, ça devient économiquement pas du tout viable, les exportations. Je pense que ça répond bien à la question. Okay. Écoutez, merci bien pour vos présentations, monsieur Lejeune, monsieur Prévé-Dello. Je m'excuse pour le haut. Et puis, au plaisir de refaire une session d'échange. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, content que ça vous ait plu. Toujours intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs. D'accord. Donc voilà, au plaisir. S'il y a besoin, n'hésitez pas.